Merci madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur My Media Prime Télévision. C'est avec ce nouveau rendez-vous que désormais vous allez participer, vous allez vous familiariser davantage. C'est dans le cadre d'un débat dominicain, tous les dimanches d'ailleurs nous vous offrons cette plateforme de discours, de débat contradictoire où nous donnerons la parole aux acteurs politiques et au monde, aux universitaires ou alors à la classe de l'intelligentsia. Et ce dimanche, première sortie de ce dimanche dans le cadre de votre programme Vitrine 237, il est question de rappeler à ceux qui nous suivent de par le monde, naturellement, qu'avec vous, on attendrait vos contributions tout au long de ces 90 minutes de débat politique au 671 10 10 27 ou alors laissez-nous vos contributions sur notre page Facebook, My Media Prime, où vous allez nous suivre à travers le Cameroun et même dans le monde entier. Être aux affaires. Est-ce pour servir la grande communauté ou alors pour se servir? La question mérite de se poser aujourd'hui dans le continent au regard des cris des populations, au regard du niveau du sous-développement dans la plupart des sous-régions aujourd'hui, avec la question à l'ordre du jour qui mérite également d'être posée, la question des malversations financières dans la plupart des pays africains aujourd'hui au lendemain de la gestion de la pandémie du coronavirus. On peut se questionner effectivement si ceux qui sont aux affaires dans le continent africain sont aux affaires pour le bien commun, pour le bien de tous ou pour le bien individuel. L'autre chose, c'est que le Mali, la sous-région également, on peut se demander si la démocratie aujourd'hui peut être tropicalisée quand on sait que la sous-région Ouest-Afrique ne va que de coup d'État en coup d'État. La référence malienne aujourd'hui, après avoir chassé Ibeka 2 années passées au pouvoir par une junte militaire, la même junte militaire n'a pas pu s'entendre ou s'accorder. On est à un autre coup d'État. Aujourd'hui, la communauté internationale, elle a pris position. Cette position aujourd'hui nous permet de nous demander où était la différence, ou alors où est la différence entre ce qu'on a vécu au Tchad avec l'assassinat ou le décès d'Idriss Déby Itno, et cette communauté internationale avait fermé les yeux sur la question tchadienne. Aujourd'hui, elle en est à des sanctions ciblées pour le cas du Mali. La CEDEAO qui a pris position officiellement, ce qui nous revient aujourd'hui à nous interroger sur cette démocratie africaine. Est-ce que nos dirigeants sont avec nous? Juste derrière, une transition et on revient sur le plateau présenter ceux qui m'accompagnent dans le cadre de cette première production. De retour avec moi dans le cadre de ce premier numéro de votre désormais programme, le notez-le, Vitrine 237, c'est sur My Media Prime, je l'ai dit, c'est la télé de l'avenir et nous allons faire le débat autrement, c'est le débat contradictoire dont seules les opinions compteront sur cette tribune. Pas question de se battre dessus, pas question d'être radical. Nous essayons de donner aux Camerounais, en tout cas, ce que nous savons avec ceux qui m'accompagneront tous les dimanches dans le cadre de cette émission. Je commence avec vous. Lui, c'est Célestin N'Djamène, président national de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, à part, récemment légalisé. Célestin N'Djamène, bonjour. Bonjour, Sylvain. Spectateurs de Prime TV et merci de m'avoir invité. Mais je rappelle qu'on peut être radical sur les bons principes, sur les grands principes. Merci. Il faut relativiser. À part, comment se porte à part, quelques mois seulement après sa légalisation? Non, pas quelques mois, quelques semaines. Il faut bien préciser. Quelques semaines. Donc je pense qu'à part a déjà le vent en poupe. Si je m'en tiens simplement à l'actualité, je suis convaincu que d'ici quelques mois, à part sera définitivement entré dans la cour des grands et même des très grands. En tout cas, je me réjouis que sur le terrain, les choses avancent de façon tout à fait correcte et de façon tout à fait fulgurante aussi, parce qu'en vérité, c'est quand même rare de voir les partis à peine nés qui sont déjà à ce stade dans l'actualité politique du Cameroun. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous en parle aujourd'hui.
et donc j'espère que ça va aller crescendo et c'est pour le bonheur des Camerounais, je suppose. Merci bien, merci d'être venu. On accueille un autre déjà sur ce plateau avec nous ce matin dans le cadre de cette production première Vitrine 237. Lui, il nous vient du monde de l'intelligentsia. Le professeur Pierre Alaka, c'est son nom. Il est universitaire, il est également expert fiscal agréé Sénat. Professeur Alaka, Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour Sylvain Tchokoga, merci de m'avoir associé à côté des plus grands dans votre première émission. Je suis très heureux. Merci. Avec vous, professeur, au niveau de notre éducation aujourd'hui, on sait qu'il y a les mouvements dans nos universités là. Commentaire sur ce qui se fait aujourd'hui. Bah, vous me l'apprenez, il y a quel mouvement? On a vu des doyens, d'accord. Ah ben j'ai cru comprendre par mouvement la grève. Bon, oui, bon, écoutez, vous savez, le fonctionnaire est appelé à travailler partout où on l'envoie. Et l'université avait également glissé dans le cadre de la gestion des ressources humaines de la fonction publique normale, ce qui naturellement ne devrait pas être le cas. Mais bon, comme l'université est gérée par l'État encore chez nous, on a affecté des gens à de nouvelles fonctions, c'est très bien. Il faut redistribuer toujours les cartes. Parce que vous savez, quand on a fait 5 ans au même endroit, ça devient la routine. Et puis, il faut aussi apporter une ressource humaine nouvelle aux autres universités. Et ça permet des échanges, non seulement de compétences, mais d'expérience. Vous savez que l'université de Douala aujourd'hui est en plein chantier. Et c'est une qualité que nous avons au niveau de cette université. Et je crois que les Savoies devraient être très heureux parce qu'au sortir de là, on aura au moins une université construite. Or, l'université de Tian est classée parmi les meilleures. Donc, si quelqu'un vient de Tian, un autre vient de Douala pour Tian, par exemple, c'est un échange. Même comme cela fait quand même polémique, vous voyez tout ce qui est dit aujourd'hui, qu'il se pourrait que ces mouvements-là obéissent, en fait, à la récompense politique d'un certain nombre parmi ces personnes. Non. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je vais vous dire, hein, le Cameroun obéit par rapport aux nominations à un principe simple, la confiance. Quelle que soit votre compétence, si celui qui nomme ne vous fait pas confiance, il ne vous nommera jamais. Donc, c'est une question de confiance, c'est tout. N'allez pas chercher ça autrement que ça. Merci pour ça. Merci bien. Avec nous également ce matin, il nous fait le plaisir d'être sur ce plateau de Vitrine 237. Lui, c'est un député de la nation. Il est également, par ailleurs, expert comptable, mais député surtout RDPC, il faut le rappeler, dans le département de Junkam. Samuel Moch, c'est son nom. Bonjour et bienvenue, honorable. Merci pour l'invitation qui m'a été faite et c'est un très grand plaisir d'être là parmi vous à cette toute première dans votre chaîne de diffusion. Mais également, c'est vraiment un honneur pour moi d'être à côté de mon frère professeur Alaka, que je n'ai pas vu depuis, je pensais qu'on commençait à nous séparer. Ah, pas du tout. Et également à côté d'un très grand ami à moi qui est également Célestin Gamen, à qui je souhaite beaucoup de chance. J'ai pu comprendre que son parti évolue tellement bien qu'il va nous bousculer, mais on l'attendait dans le cadre d'un débat républicain. Professeur Alaka dit quelque chose tout à l'heure, il dit au Cameroun, si on ne fait pas confiance, on ne pas. Professeur, partout d'ailleurs, je crois que c'est comme ça. C'est-à-dire que, attendez, si on ne vous fait pas confiance dans le cadre, vous avez beau être performant n'importe comment. Vous pensez que la confiance suffit aujourd'hui pour nommer? Non, c'est un élément. C'est un élément. Bien entendu, si on nomme parmi les plus confiants, les plus médiocres, évidemment, ça poserait problème. Mais à échelle de jugement égale, on prendra la personne qui est à même de vous permettre d'animer une certaine structure avec une certaine confiance que vous pouvez placer en lui. Et ça, c'est fatal. Et c'est pour cette raison, quand vous voyez très bien le parcours des gens très bien dans les structures, très souvent on les met en marge, parce qu'ils pensent qu'à raison de leur seule capacité professionnelle, ils peuvent changer tout. Par moment, également, il faut savoir comprendre les gens qui participent à votre promotion. Avec vous, Samuel Dieudonné Moch, le RDPC se porte bien aux critiques formulées par l'opposition camerounaise aujourd'hui en termes de manquement dans votre gouvernance.
Parce que vous attendez que le opposant nous félicite maintenant. Le opposant n'a jamais félicité. C'est à tort ou à raison? Non, ça fait partie du jeu démocratique. On critiquera toujours. Et bon, dans le cadre de ces critiques-là également, il y a des éléments aussi que nous pouvons récupérer, parce que ça peut nous permettre également de nous améliorer, mais également il y a aussi des critiques qui sont dans le que l'on doit inscrire dans le registre politicien, et donc on s'en accommode. J'ai pris bonne note et je crois qu'on reviendra dessus sur cette question de confiance. Merci, professeur. C'est jamais. On ouvre ce débat avec le premier sujet d'entrée là, où nous irons au Mali. Questionner en tout cas ce qui se vit de ce côté, où la communauté internationale aujourd'hui a pris position face à cette situation considérée et qualifiée comme coup d'État. La classe politique française également semble être divisée. La sortie de Jean-Luc Mélenchon qui donne un certain nombre de détails devant le Parlement face au ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, où il dit la France, au cours de cette année, vient de perdre environ 12 militaires, 2 millions d'euros par jour, c'est beaucoup d'argent. On se demande bien à quel moment est-ce que la France doit prendre son intérêt dans le cadre du processus de ce coup d'État au Mali, ou alors soumettre cette question à l'attention du peuple malien lors d'une élection démocratique et libre. Célestin Diamé. Non, la France ne peut regarder que ses intérêts. C'est tout à fait normal. Ne demandez pas à la France de regarder autre chose. Ce qui est sûr, c'est que les questions maliennes relèvent de la seule compétence des Maliens. Et ce que je veux dire, c'est que le débat franco-français ne concerne qu'à la France. Tout à l'heure, on parlait de l'opposition du pouvoir. Je pense que Mélenchon est un opposant, donc il est de bonne guerre qu'il fasse des critiques, même acerbes, vis-à-vis du gouvernement Macron. C'est tout à fait normal. Je crois que concernant ce coup d'État, en vérité, je crois que M. Ossimi Goussi, enfin celui qui est l'auteur du coup d'État, est un récidiviste. Il en a son deuxième coup d'État. Autant on pouvait penser que le premier coup d'État se justifiait dans le sens que Ibeka était tellement impopulaire que c'est le peuple qui a lancé l'insurrection, récupéré par Ossimi Gota, le chef de l'État malien issu putschiste actuel. Mais le second coup d'État, on n'a pas très bien compris. Il y avait un président de transition, M. Badao, et son premier ministre qui a formé son gouvernement. Et donc, tout d'un coup, survient un deuxième coup d'État. J'ai pas très bien compris sur le plan politique le sens. Toujours est-il qu'il s'est positionné par rapport à ce qui s'est passé au Tchad, vu la tolérance de la communauté internationale. Mais moi, je considère, pour ma part, que au Tchad, il n'y a pas eu un coup d'État. Il y a eu, je pense, qu'une opération, on va dire... il n'y a pas eu un coup d'État à partir du moment où les dispositions constitutionnelles à son article 81, 82, 83 qui réglait la question de la succession à la tête de l'État au Tchad. Non, il m'est arrivé de parcourir un peu la constitution tchadienne et je me suis rendu compte que cette constitution prévoyait effectivement, comment dirais-je, le remplacement, l'intérim du président de la République en cas d'absence de décès ou d'empêchement quelconque. Il se trouve que là, Monsieur le maréchal Idriss Déby a été assassiné dans une zone de combat, un champ de guerre en tout cas, et en même temps il y avait sur le terrain une progression des forces rebelles qui convergeaient vers N'Djamena. La Constitution a peut-être prévu le cas de remplacement du président en cas d'assassinat, en cas de décès, en cas de vacances, etc. Mais elle n'a pas prévu le cas où le président de la République serait assassiné en même temps que les rebelles, n'est-ce pas, envahiraient le pays. C'est un cas extrêmement rare. Non, la Constitution n'a pas prévu. Comprenez? Je reviens. La charte Lacadette prescrit, indique effectivement que les États doivent être dirigés par les civils. Au Tchad, comme au Mali aujourd'hui, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Vous croyez que Al-Sisi était un civil? En Égypte, ça a été toléré, hein? Où était la Kadek à ce moment-là? Vous croyez que, comment dirais-je, Kagame était un civil quand il venait au pouvoir?
Non, il faut être sérieux. Vous croyez qu'un vous croyez qu'en 97, quand monsieur Gueye vient au pouvoir, c'était un civil? Non, je crois qu'il y a des cas qu'il faut absolument recadrer. Dans le cadre du Tchad, il y a eu un vide constitutionnel. On applique quelle constitution? Puisque la constitution ne prévoyait pas le cas où il y aurait invasion du territoire par les troupes rebelles et en même temps assassinat du président. Dans le cas du Mali, il n'y a pas de crise institutionnelle. Il y a un président par intérim, enfin de transition. Mais c'est la position de la communauté internationale aujourd'hui. Mais dans le cas du Tchad, oui, l'Union africaine, la CEDEAO, oui, ou alors la CEMAC ou la CEAC ne s'est pas prononcée, mais on voit comme une sorte de convergence aujourd'hui en termes de position pour la situation. Il y a dans deux poids, deux mesures. Ce que je suis en train de vous dire, que dans le cas de la Côte d'Ivoire en 99, dans le cas de l'Égypte en 2012, quand M. Al-Sisi, général, vient faire un coup d'État contre un président élu, M. Morsi, la communauté est silencieuse. On accepte ça. Pourtant, l'Égypte fait partie de l'Union africaine. Pareil pour la Côte d'Ivoire en 99, quand M. Gueye dégage M. Bédier. Donc aujourd'hui, je dis simplement que dans le cadre du Tchad, c'est une opération, j'allais dire, de sauvetage. Parce qu'il n'y avait plus de président et les troupes rebelles convergeaient pour anéantir les institutions. Dans ce cas typique, qu'est-ce qu'on fait? Et le président de l'Assemblée nationale qui était censé assurer l'intérim dit qu'il n'est pas apte à le faire. Il ne peut pas le faire. Donc il y a une situation de fait qui s'est posée et les militaires ont mis en place un conseil militaire de transition. Au Mali, il y avait un président de transition. Il y avait une population qui était apaisée. Monsieur Dao, monsieur Ossimi Goïta a fait un premier coup d'État avec succès qui a marché, enfin il a récupéré l'insurrection populaire. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier le second coup d'État? Il faudrait qu'on m'explique. Il prend l'otage, le président de la République, son Premier ministre, il les met dans une caserne, et tout d'un coup il prend le pouvoir. C'est un coup d'État absurde, abject, si j'ose dire. Et donc, il ne faut pas comparer. Il faut tropicaliser. La démocratie est un problème aujourd'hui. La démocratie la démocratie repose sur des préceptes universels. Il n'y a pas de tropicalisation à faire dans une démocratie. Il y a la démocratie. One man, one vote. Point barre. Maintenant, en Afrique, il y a une mauvaise habitude de fomenter le coup d'État de manière tout à fait, on va dire, désinvolte. Il faut mettre fin à ça. Dans le cas du Tchad, je répète, c'est très spécifique. Parce qu'au Tchad, il y avait invasion du territoire, dont l'intégrité du territoire était mise en jeu. Danger. C'est un peu comme si un chauffeur qui est sur le chemin, il a la priorité, il y a un fou furieux qui fonce vers lui, il ne va pas dire j'ai la priorité, je fonce quand même. Il doit chercher à sauver sa vie. C'est une question de valeur suprême. La vie est une valeur suprême. Donc dans le cas du Tchad, les militaires ont pris les choses en main, parce qu'il fallait stopper l'avancée des rebelles, neutraliser les rebelles, et ça n'a rien à voir avec le cas du Mali. Merci, honorable Samuel Moch. Avec vous, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui au Mali, avec la position de la communauté internationale, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la conséquence d'un président, il a dit, mal élu, Ibeka, c'est-à-dire qu'après 2 ans, l'armée a dit, on ne te veut plus. Et la suite aujourd'hui, c'est que le Mali est instable. Oh, c'est là où se situe le point de divergence entre Célestin Diamé qui vient de parler tout à l'heure et moi. Il n'y a pas à tolérer un coup d'État sous quelle forme qu'il soit et quelles que soient les motivations profondes. C'est le principe général. Il n'y a pas à tolérer un coup d'État, il n'y a pas à l'expliquer à travers une impopularité quelconque d'un président en place. Parce que la République a une séquence. Lorsque vous avez à un moment donné un président qui s'est fait élire sur la base d'une majorité, même si elle est étriquée, vous attendez le temps nécessaire que son mandat finisse et que, faisant preuve de son impopularité, qu'il puisse être battu. Dans le cadre effectivement de ce premier coup d'État, que je voudrais également, avec lui, Célestin Diamé, condamner, il n'y a pas de coup d'État qui puisse être compris, qui puisse être toléré, que l'on puisse regarder avec bienveillance. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, il y a une application heureuse, intelligente des procédures. La procédure, c'est celle que j'ai énoncée tout à l'heure. Il n'y a pas à cautionner un coup d'État. Point. Maintenant, revenant dans le domaine de professeur Alaka, je dirais également qu'en toute loi, il y a d'abord la lettre et l'esprit. La lettre, c'est qu'il n'y a pas de coup d'État.
L'esprit, c'est qu'à travers une stabilité que l'on veut inscrire dans le cadre d'un socle républicain, on pense qu'on va sauver la paix, on pense qu'on va sauver un certain nombre de conflits dont le coup d'État est souvent catalyseur. C'est de penser également qu'à travers la Constitution, on peut également mieux respecter les droits de l'homme. Parce que dans le coup d'État, effectivement, que nous avons, c'est la loi du plus fort. Il y a un moment donné, un gars qui dit j'ai plein d'armes avec moi, je peux contraindre les autres. On n'a pas à être contraint, sinon que par la loi à l'intérêt d'une république. Et donc, c'est là où effectivement nous poussons se rejoindre. Et quand je dis qu'il y a la lettre et l'esprit, une meilleure application des procédures, une application intelligente des procédures, là vous faites des parallèles effectivement qui ne tiennent absolument pas. Dans le cas du Mali, que ce soit le premier coup d'État, que ce soit le second, nous l'appelons bel et bien coup d'État. Dans le cas du Tchad, la notion de coup d'État n'est même pas avérée. Ça, c'est la première chose. Donc, à travers ça, il n'y a pas une personne qui cherche à contraindre une population en disant, moi, étant ministre d'armes, je peux mettre fin à la vie d'un président en place pour pouvoir prendre sa place. Voilà déjà la première différence qui s'annonce. Et la deuxième, effectivement, c'est celle qu'il cite. Nous sommes dans le cas du Tchadien dans une situation d'état de nécessité patent. État de nécessité patent. Dans lequel on dit effectivement, on peut mettre... Est-ce que l'état de nécessité met de côté, d'autant on touche la Constitution, vous êtes prêt à soulever l'état de nécessité là où il n'y en a pas, notamment dans le cas de l'état de survival, mais vous n'êtes plus disposé à l'évoquer quand il faut effectivement... Dans le cas d'espèce, il faut invoquer. C'est quoi l'état de nécessité? J'ai une maman dont l'enfant est en pleurs, qui n'a pas mangé depuis 2 ou 3 jours, qui rentre dans une boutique, prend une boîte de lait, sans payer. Sans payer. Mais la Constitution règle ça. Attends, non, je n'ai pas fini. Il s'en va payer. Le jour où on l'attrape, il dit, si je n'avais pas mis en mal cet intérêt mineur, l'intérêt majeur n'aurait pas été sauvé. Dans le cas Tchadien, effectivement, l'intérêt majeur mineur, c'est d'aller s'arc-bouter à lire quelques lignes de la Constitution. L'intérêt majeur, c'est qu'il fallait quand même protéger la vie des hommes au Tchad. Il fallait protéger les biens et les hommes au Tchad. Et dans le cadre là, effectivement, ça a été, c'est d'autant plus que j'insiste encore, on n'a pas apporté la preuve qu'il y a eu un coup d'État au Tchad. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont apporté atteinte dans le cadre d'un attentat, un président de la République. On pense qu'à travers ce mécanisme-là, on a dû faire. Et d'ailleurs, quand il dit que les autres ont mal compris la position de l'Union, de la communauté internationale, je crois qu'il apprendront à leur compte défendant. Dans le cas, effectivement, les gens sont réunis et en toute intelligence, on estime que dans le cas tchadien, on pourrait avoir une forme de tolérance. Et encore que, je crois qu'y compris à eux, sans les exclure des instances internationales, on leur a dit, vous faites quand même vite, le temps que vous mettez la paix. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures? Non, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Et je sais, Sylvain Tchokoga, pourquoi cette histoire vous gêne. C'est parce que vous faites beaucoup d'enjambements. Il faut être assis sur les principes. Et savoir qu'à un moment donné, il y a un principe qui peut avoir des contorsions. On peut faire également un petit écart en attendant de revenir sur l'essentiel. Le problème qui gêne dans le cas tchadien, qui vous gêne, c'est de dire effectivement, il s'appelle également débit. Non. Si c'est débit qui apportera la paix, le temps nécessaire qu'on pense à la relecture de la Constitution, on fera avec lui. Et dans le cadre également, notez quand même une chose, à part des opposants ici ou là, qui sont en train de dire c'est totalement horrible qu'on ait pu fonctionner comme ça, je pense que toute la communauté internationale a été pratiquement unanime que cet État-là conviendrait à une meilleure transition au Tchad. Nous parlons également du Tchad de Sylvain Tchokoga. Mais cela avait été dit dans le cas du Mali. Non. Mais voilà un autre putsch répété par des mêmes qui ont halluciné. Je vais vous dire en quoi également ce truc-là, il n'y a même pas de comparaison. C'est les islamistes, hein, plus ou moins, qui sont en train de manipuler l'opinion au Tchad, au Mali. Dans le cadre, effectivement... Mélenchon pose la question, qui finance ces personnes? C'est une armée républicaine laïque qui est au front pour pouvoir savoir est-ce qu'on va sauver les vies humaines. Et dans le cadre, effectivement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez effectivement qu'on soit assailli dans notre espace public par la religion? Non. Nous sommes tous des républicains sur ce plateau. Il n'y a que la loi qui peut nous définir notre fonctionnement au quotidien. Je pense qu'il vaut nous s'en tenir à cela. Le cas malien est un cas très dangereux.
Je n'aimais pas beaucoup Ibeka parce qu'à un certain moment, je le trouvais un peu roublard pour un chef de l'État. Il a pu faire un mandat, le second, ça a été écouté. Voilà, c'est le peuple. Oh, ben bon. Oui. Mais bon, même si c'est le peuple qui les chasse, il nous aurait pu attendre la séquence des problèmes pour pouvoir mieux les chasser. Merci. Pour ceux qui ont la question aujourd'hui de la non-application des dispositions constitutionnelles en Afrique semble être au cœur du débat des coups d'État et des positions de la communauté internationale. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, comme vous avez évoqué le droit avec la Constitution, je voudrais vous dire que dans le droit, il y a une alternative. Soit c'est l'application du droit, c'est ce que des juristes appellent le positivisme juridique, soit alors l'application du droit au cas par cas, c'est le pragmatisme juridique. Et ceux qui sont au pouvoir connaissent toutes ces choses-là. Et donc, lorsqu'une situation se présente, il faut regarder l'apport de chaque école. Est-ce que maintenant, il faut rester dans l'application stricte du droit, comme dans le cas des coups d'État où l'Union africaine a, par une, je crois, convention ou résolution, interdit cette chose-là? Ça dépend. On pourrait voir si on peut suivre l'Union africaine ou alors on ne suit pas l'Union africaine en fonction de la situation sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, revenant sur les coups d'État, qu'est-ce que le coup d'État règle comme situation? Le coup d'État devrait régler deux choses, la paix et le progrès. Est-ce que le coup d'État devrait exister? Attendez. Je ne suis pas encore dans l'existence du coup d'État, mais le coup d'État devrait régler deux choses, la paix et le progrès. Or, qu'apporte le coup d'État? La non-paix et le non-progrès pendant un certain temps. Un État vit parce que cet État est en paix, et cet État qui vit et en paix vit conformément aux normes constitutionnelles en présence. Et la dévolution du pouvoir devrait être faite par rapport à ce que dit le droit. Tout à l'heure, l'exemple tchadien a été évoqué par Célestin Diamène. On peut valablement suivre sa position, qui est d'ailleurs partagée par mon ami l'honorable Samuel Motte, parce qu'au Tchad, il y a eu une situation de confusion. Et dans cette situation de confusion, même si au départ, personnellement, j'ai été tenté de penser que le président de l'Assemblée devait prendre le pouvoir, mais je me suis rétracté pour dire, si ce n'est pas lui qui prend le pouvoir, puisqu'on est dans une situation d'état d'exception, d'état d'urgence... La Constitution règle cela pour ça. Les hommes politiques... Je suis d'accord que la Constitution règle cela. Mais nous nous sommes trouvés dans une position où nous n'étions pas dans une situation de paix, où celui qui gouverne a disparu dans des circonstances de paix. Celui qui a disparu l'a été dans des circonstances de non-paix, c'est-à-dire de guerre. Le pays est envahi. Est-ce qu'on devrait appliquer le positivisme juridique pour dire que la Constitution, voilà ce qu'elle prévoit, en cas de vacances de pouvoir, mais de quelles vacances s'agit-il ici? Ou alors appliquer, enfin suivre ce que avait dit l'Union africaine. Moi, je crois que dans le cas du Tchad, on pouvait le faire à une condition, que celui dont le président de l'Assemblée continue la guerre. Or, il n'était pas militaire. Et vous savez que dans les États civils, les militaires tirent leur force des civils. Moi, je crois que pour cette raison, il fallait un militaire, fût-il le fils de Déby, qui prenne les armes pour continuer le combat, chasser les rebelles qui voulaient déstabiliser le pays, et peut-être après maintenant rentrer dans les pratiques démocratiques, c'est encore pour ça à la carte. Les partis? Les pratiques démocratiques. C'est quoi la démocratie? Pourquoi forcément... Moi, je vais vous dire que la démocratie n'existe nulle part. La démocratie, c'est la raison du plus fort. À votre avis? Ça, c'est la tropicalisation africaine. Non. On ne peut pas imaginer ces scénarios. Non. La démocratie, c'est la raison du plus fort. La raison du plus fort, celui qui arrive en tête aux élections, il est le plus fort.
raison du plus fort, celui qui à un moment donné a le pouvoir de remettre la paix, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Parce que vous ne pouvez pas dire que la démocratie... En fait, que vise la démocratie si vous voulez qu'on la définisse? La démocratie doit viser la paix et le progrès. Si une démocratie ne vise pas la paix et le progrès, mais l'État n'existe pas. Est-ce qu'en cautionnant les coups d'État, on n'est pas là? Je ne cautionne pas les coups d'État. Parce que vous dites, comme il y avait les rebelles en non, face. non, je ne cautionne pas le coup d'État. Ce que je veux dire, c'est quoi, Sylvain? Ce que je veux dire, c'est que depuis que l'Afrique, depuis Sylvanus Olympio, je crois, oui, avec son histoire du franc CFA, depuis Sylvanus Olympio jusqu'à ce dernier coup d'État au Mali, qu'est-ce qui a changé en Afrique? Mais rien du tout. On est allé de coup d'État en coup d'État, de coup d'État en coup d'État. Celui-ci arrive, il dit je suis là pour la rédemption nationale. L'autre arrive, il dit que je suis là pour la rénovation nationale. Celui-ci arrive, il dit que je suis là pour la béatification nationale. Il y en a même qui ont dit qu'ils sont là parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Mais c'est ça que pour régler ces problèmes-là. Alors le problème maintenant, la question que vous posez et sur laquelle je vous vois venir, c'est que qui finance tout ça? Mais qui finance tout ça? C'est connu. Celui qui finance tout ça est connu. Et voilà. C'est le Saint-Germain. Oui, je crois qu'il faut revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Samuel Motte, l'honorable Samuel Motte. Il a parlé de deux mots très importants, les valeurs majeures et mineures. Il a rajouté en disant que il fallait absolument savoir que il y a l'esprit de la loi, c'est-à-dire que pour ceux qui ont un peu lu Montesquieu, l'esprit de loi, chaque texte a un esprit. Et c'est pour ça que j'abonde également dans le sens du professeur Alaka, parce qu'en vérité, vous avez un texte qui est là pour régir les hommes, dans la paix et dans le progrès, comme il a dit le professeur. Maintenant, la situation non prévue par une constitution se pose. Que fait l'intelligence humaine? Mais c'est de choisir la meilleure solution pour préserver justement la vie, parce que, dans votre sens, Sylvain Chokoga, vous êtes en train de faire comme si on applique des textes de manière, on va dire, littérale, aveugle et stricte. Il n'y a que les lois humaines qui sont imparfaites. Je veux dire que c'est pour ça qu'on les change tout le temps. Parce qu'on écrit une constitution sans prévoir... Non, laisse-moi parler. C'est ça. Je vais revenir. C'est imaginez... On n'imagine pas, il y a des... C'est scénario hors de nos continents. Si les hommes appliquent les textes comme cela, leur semble utile ou bon, à qui la faute? Quel texte prévoyait le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale? Quel texte prévoyait ça? Il y a eu une idée de M. Marshall qui était lancée au Congrès américain. On dit tiens, c'est nos cousins européens, il faut leur venir en aide, par exemple. Il n'y avait pas de texte avant qui prévoyait ça. Il n'y avait pas l'OTAN, il n'y avait rien du tout. On a vu la valeur suprême. Un peu comme si, effectivement, tout à l'heure, l'exemple de la femme qui vole la viande pour nourrir ses enfants, parce qu'elle veut éviter la mort des enfants. Elle sera condamnée sur le principe. Et c'est pour ça que Boussalaka dit que sur le principe, on est contre le coup d'État. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a des accommodations qui relèvent du bon sens et de la raison. Comprenez? Vous évitez la conséquence des coups d'État. Non, laissez-moi. C'est pour ça que je veux qu'on sorte de ce sujet. Non, laissez-moi. En réglant effectivement des pratiques démocratiques. Les pratiques démocratiques dans les pays africains. Oui, mais dans le cas du Tchad, pour être très très pragmatique et même très trivial, il y a eu un président assassiné par les services secrets français. Il faut bien que les gens le sachent. Il était assassiné. Pas par un Tchadien. C'est un peu la différence qu'il y a entre meurtre et assassinat. Aucun rapport n'a encore... En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Aucun rapport d'enquête n'a encore... J'ai rencontré le président Déby le 13 avril, au Palais. Il faisait allusion, effectivement, à des escarmouches militaires dans le Tibesti, des trucs comme ça. Mais il n'y croyait même pas. Ça, il disait que c'est des enfants qui font comme d'habitude. Les services secrets français avaient pour mission, puisque dans la force Barkhane, il y a 5000 hommes, dont 2000 Tchadiens, positionnés au Mali, dans le nord Mali, à Kidal. Et il y avait une coopération militaire entre la France et le Tchad, puisque le Tchad était vraiment en première ligne dans ces affaires-là. La mission de la France, c'était d'apporter le renseignement, n'est-ce pas, aux forces armées tchadiennes et les surveillances aériennes. Le jour où M. Déby sort le 18 avril, il va à Moundou,
Ensuite, il descend vers Mao, dans une zone de combat. La France, comme d'habitude, aurait dû envoyer des renseignements, puisque les troupes rebelles étaient en débandade. Elle aurait dû envoyer des renseignements, comme d'habitude, à M. Déby. Or, au lieu de cela, elle s'en abstient. Déby, qui était dans une voiture blindée, en sort. Et effectivement, les rebelles qui avaient l'information croisée, donnée par la France, encerclent la zone et ils font chuter M. Déby, qui a été tué en plein frais d'été. Il a reçu des balles en pleine face. C'est que la France n'a pas joué sa mission. Et pour cause, elle ne voulait plus de M. Déby. Il y a donc eu assassinat. Maintenant, on peut dire que c'est subjectif, j'assume, mais c'est ma position. Maintenant, sur la question fondamentale, à savoir le principe de la démocratie, du coup d'État, du respect des textes, je vous dis encore une fois, M. Tchokoga, que dans ce monde, il n'y a que les lois divines qui sont parfaites. Des hommes, quand ils écrivent un texte, ils l'écrivent à l'instant T. Évidemment, ils ne prévoient pas tout. Le cas du Tchad était imprévisible. Le cas où la Constitution prévoirait qu'il y aurait des troupes rebelles qui convergeraient pour mettre fin à la démocratie, parce qu'en fait, ces rebelles-là, c'était les gens islamisés qui jouaient avec, qui étaient en relation avec M. Haftar, qui est le président du deuxième gouvernement libyen, un pays en déclin total. Donc, ils étaient en relation avec ces gens-là. Donc, les rebelles tchadiens avaient pour rôle d'attraper Déby vivants. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. M. Mahamat Idriss l'a dit. Il voulait attraper Déby vivants. Et puis mettre fin à la démocratie au Tchad. Et dans ce cas-là, je rejoins Samuel Mount, c'est qu'on ne peut pas parler de texte quand la vie d'un territoire, l'intégrité territoriale est en danger. Est en danger, sinon... Mais comment? Les Tchadiens sont là. Comment voulez-vous qu'on applique les textes alors que les gens sont en danger de mort, que la démocratie est en danger de mort? Donc moi, je pense qu'il ne faut pas comparer ces deux pays. Monsieur Assimi Goïta, le putschiste malien, son premier coup d'État, il récupère seulement l'insurrection populaire. Le deuxième coup d'État, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il veut défier la communauté internationale. Comme on a soi-disant toléré le coup d'État qu'il appelle coup d'État au Tchad, on doit aussi tolérer le sien. C'est tout. Merci. Honorable Samuel Mott, la vérité aujourd'hui, c'est que si on ne vide pas le principe avant, les conditions de la pratique démocratique en Afrique, aujourd'hui sur notre continent, qui veut qu'il y ait un minimum de transparence ou un minimum de redistribution de la richesse. La conséquence, c'est que ceux qui arrivent aujourd'hui trouvent toujours des explications, telles que le fait Célestin Diamène aussi, y compris vous, le professeur à laquelle vous évoquez l'état de nécessité. Mais nous assumons Sylvain Tchokoga, il y a une petite question qui vous a été posée par le professeur Laka tout à l'heure. C'est pas la démocratie, vous n'avez même pas daigné répondre. Je vais vous aider en prenant une définition bateau. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La décision qui a été prise au Tchad en disant que compte tenu des menaces qui pesaient sur l'intégrité territoriale de la nation tchadienne et également la menace qui pesait sur les Tchadiens même, gouvernement du peuple pour le peuple, cette décision a été prise pour l'intérêt du peuple. Il faut s'arrêter à ce stade-là. Après, maintenant, le point de redistribution de richesse, ça c'est un autre débat entre socialistes et les capitalistes. Ça c'est une autre forme qui fera l'objet également là de thèmes de campagne dans le cadre d'une séquence républicaine qui fera l'objet d'un vote pour pouvoir savoir de quel côté se dégage la majorité. Nous ne sommes pas là pour pouvoir dire que nous sommes contre la démocratie, mais nous disons que nous sommes pour l'application intelligente. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre un robot et un être humain. Exactement. Et l'application de la loi n'est pas du côté de la robotique pour le moment. Je voudrais, à la suite de l'honorable Samuel Mott, dire que il faut faire une différence entre le principe même de la démocratie, l'état démocratique si vous voulez, et la gestion de la démocratie. Parce que si on ne fait pas la différence, on va mélanger les pédales. Je dis et je répète que dans la gestion de la démocratie, c'est la raison du plus fort c'est la raison de l'état de nécessité, c'est la raison de l'état de paix, c'est la raison de l'état de progrès dans le cadre d'un état. Vous ne pouvez pas, Sylvain Tchokoga, même dans votre maison, être envahi par des voleurs. On est dans un état démocratique où la loi seule règle les problèmes de vol, mais en plein 2 heures du matin, vous êtes envahi par les voleurs. Vous avez un fusil. Qu'est-ce que vous faites de votre fusil? Vous vous laissez voler, tabasser, et vous allez saisir le juge, alors que vous avez un fusil qui peut vous aider vous-même, à l'instant T, à vous sortir d'affaire? Non.
Pourtant, c'est un État démocratique où la loi... Mais ceux qui sont en train d'agir au Mali disent que c'est pour l'intérêt de la sauvegarde des intérêts maliens. Professeur, s'il te plaît. Chacun a le droit de dire. Le problème, c'est que quand nous sommes dans un public à donner un certain nombre de points de vue, il faut qu'il y ait une instance qui arbitre. Dans le cas malien, toutes les instances internationales sont contre ce point de vue. De même qu'ils étaient plus ou moins unanimes sur le cas tchadien. Si vous n'avez pas un référent, quand vous émettez des points de vue, effectivement, chacun est capable de gagner sa vérité. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ce que, quand on applique de manière intelligente, voilà ce que telle instance a pensé, voilà ce que telle instance et je voudrais citer le cas de Mélenchon, parce que Sylvain a rappelé le cas de Mélenchon en France. Et Mélenchon est candidat potentiel, virtuel, pour l'élection présidentielle de 2022 en France. Donc il doit taper là où ça fait mal sur Macron, qui était un France-Africain comme ses prédécesseurs. Donc Mélenchon est dans son rôle de taper par tous les bouts sur Macron, c'est normal. Mais en France, justement, il y a une loi à l'époque sous Jean-Louis Debré, je crois sous Chirac, qui disait que quand vous hébergez un immigré, donc sans papier, vous risquez 2 ans de prison. Cette loi a été combattue. Il y a des gens qui ont reçu les immigrés, qui les ont cachés. Alors, est-ce que ça, ils étaient en transgression de la loi totalement, mais l'état de nécessité, la loi de leur conscience, les ont poussés effectivement à héberger ces gens qui fuyaient leur pays parce que justement la France avait foutu la merde, la misère. Donc c'est ça l'esprit de la loi, l'état de nécessité. La valeur suprême chapeaute la valeur mineure, même si elle est légaliste, même si elle est légale. Donc le plus important, c'est de comprendre que dans le cas du Tchad, il y avait un sauvetage. Et la Constitution n'a pas prévu ce cas-là, justement. On ne devait donc pas appliquer la Constitution tchadienne puisqu'elle n'avait pas prévu ce cas-là. Donc moi, je veux dire que ne comparez pas ces deux situations. Prenez le cas de M. Morsi, islamiste, comme tout le monde le sait, mais passé par les voies démocratiques, a été installé au pouvoir. Mais il y a eu un coup d'État flagrant de M. Al-Sisi, qui s'est autoproclamé président. Et la communauté a toléré. Donc, parce que l'islamisme met fin à la démocratie. C'est tout. Merci. Je vais rappeler à ceux qui nous suivent de là où vous êtes à travers le monde que vous êtes sur My Media Prime Télévision. C'est votre programme. Désormais, le rendez-vous du dimanche de 10h à 11h, passé de 30 minutes. Vos contributions par WhatsApp ou par SMS au 671 10 10 27 sont attendues, ou alors sur notre page Facebook My Media Prime. Puisque nous sommes en direct de ce côté-là, on va aborder le sujet de débat de ce matin où nous allons aller puiser, en tout cas sur ce que nous avons convoqué comme ce qui s'apparente aujourd'hui à un problème également plus ou moins généralisé sur le continent, les malversations financières, la fortune publique aujourd'hui est en décrépitude. On se demande bien si ceux qui sont aux affaires sont pour l'intérêt de tous et de chacun ou pour les intérêts individuels. La preuve, c'est que dans le cas du Cameroun, pour régler la question, entre parenthèses, cette question de la protection de la fortune publique, on a mis en sur-pied ou en musique un certain nombre d'instruments pour contrôler ou alors pour contrôler ou auditer des gestionnaires de crédit public tels que la CONAC, la NIF, le contrôle supérieur de l'État, y compris, je veux parler des commissaires au compte à l'intérieur d'un certain nombre de départements ministériels. Mais ce qui est évoqué aujourd'hui avec le cas de cette suspicion, de ce rapport qui expose effectivement le fait que 180 milliards, voire plus, a peut-être été mal géré au Cameroun, nous permet effectivement de nous dire comment on protège finalement la fortune publique dans notre pays. Pour ce sujet-là, je vais commencer avec vous, professeur Pierre Kalaka. Aujourd'hui, comment on protège notre fortune publique au-delà de tout ce qui a été déployé comme instrument? Sur le plan légal, vous avez cité un certain nombre d'institutions. Il y a également des institutions sur le plan international, sur le plan africain. Il y a d'autres institutions internes à chaque ministère. On a même mis jusqu'aux boîtes à lettres pour protéger la fortune publique. Mais le problème, c'est que on a l'impression que tout ça, ça ne sert à rien du tout. Alors, pourquoi ça ne sert à rien du tout? Je vais d'abord répondre à cette question. Tout à l'heure, il y a eu un premier débat sur la notion de confiance. Qui vole? Mais ce sont ceux qui peuvent voler.
les gestionnaires de crédit, les ordonnateurs de crédit, ce sont les membres du gouvernement, ceux qui sont proches de l'argent public. Or, comment ces gens qui sont proches de l'argent public arrivent si près de l'argent public? C'est parce qu'on leur a fait confiance au moment de la nomination. Question, fait-on confiance aux voleurs ou fait-on confiance? Ou alors la confiance est exclusivement orientée vers le vol parce qu'il y aura des retours. Vous savez, l'échelle de corruption, c'est quelque chose de fondamental. Et je me réjouis de ce que l'honorable Samuel Motte ait confirmé d'entrée de jeu qu'on ne peut nommer que les gens en qui on fait confiance. Et l'occasion m'est donc donnée de dire et d'affirmer avec force et avec suffisamment d'autorité pour dire que au Cameroun, on nous a nommé toujours, on nous a toujours nommé des gens à qui on fait confiance. Mais à quoi? Au vol, à la corruption. Voilà la triste réalité. Nous allons arriver aux solutions. Comment véritablement mettre hors d'état de nuire les voleurs? Parce que nous sommes arrivés à une situation où, quelle que soit la volonté du président de la République, parce que c'est à lui qu'on a donné notre bulletin de vote, quelle que soit sa volonté, il ne connaît pas tous les Camerounais, on est d'accord. Donc on lui présente des gens. Il demande à tête, trouvez-moi quelqu'un dans telle zone en qui vous faites confiance et qui peut être utile au Cameroun. C'est le parrain. Alors, vous voyez que dans ce schéma de confiance, où il n'y a que la confiance qui est à la base de la nomination, mais on arrive fatalement à cette situation. Et vous comprenez dès lors que si on ne change pas ce paradigme, honorablement, des choses ne peuvent pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Pourquoi les gens vont leur faire rien? Parce que le parrain le protège. Vous voyez, quand vous créez une entreprise, vous mettez votre frère, quand il vous avez du mal à le punir. Alors que si vous avez mis quelqu'un d'autre par sa compétence, s'il fait une bêtise, il n'y aura pas d'état d'âme. Voilà le débat aujourd'hui au Cameroun. Il faut commencer par le commencement. Les gens qui volent, ils sortent d'où? Ils sortent de la notion de confiance. Et parce qu'ils sortent de la notion de confiance, ils vont toujours voler parce que chacun se dit, mon parrain est puissant, il est fort, on ne me fera rien. Et ils volent. Et ils continuent à voler. Et le Cameroun regresse. Voilà notre problème. On ira sur les solutions que j'estime, moi, idoines aujourd'hui, pour que le pays puisse dire aux voleurs, volez, mais voilà ce qui vous attend. Parce qu'on a déjà dit, ne volez pas, ils volent. Quand les gens arrivent jusqu'à voler l'argent destiné à la santé, il y a un problème moral. Ces gens n'ont même plus honte. On peut encore voler l'argent destiné au stade. Bon, ça peut passer. Ou à l'autoroute. On peut encore se dire, bon, on peut attendre. Mais des gens sont en train de mourir. On vous dit, voilà l'argent. Aidez-les à ne pas mourir. Parce que tous ces gens sont des acteurs de développement. Est-ce que vous savez pourquoi dans les pays développés, et quand il y a un accident, 3 personnes décèdent, le président de la République ou le ministre se déplace? Parce qu'on a perdu 3 contribuables. Comme ça a été le cas au oui, Sénégal. On a perdu 3 contribuables. On a perdu peut-être 3 génies. Le pays ne peut plus les former en un temps pour rattraper le gap de leur formation au moment où ils décèdent. On ne peut pas former d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est important de savoir que lorsque l'argent est destiné à la vie des humains, vraiment, ayons quand même honte. Ne touchons pas à ça. Mais on a touché. Ça veut dire qu'on a dépassé le cap de l'intolérable. Enfin, du tolérable, si vous voulez. On ne peut plus accepter ça. Il est donc normal qu'aujourd'hui, nous soyons... La présomption d'innocence. Il n'y a aucune présomption. Le ministre de la Communication. Non. Le ministre de la Communication est dans son rôle, Sylvain. Le ministre de la Communication est dans son rôle de défendre ses collègues. Peut-être lui-même est dedans. Je crois qu'il avait eu 400 000. 400 millions, bon, ça c'est rien. On peut laisser, lui on peut le laisser. D'abord, c'est un homme intègre. Et puis, c'est comme ça. Maintenant, la présomption d'innocence n'existe pas en cas de flagrant délit. Il y a plutôt le respect des droits de la défense.
qui se substitue à la présomption d'innocence. Vous trouvez quelqu'un avec une machette qui est en train de trancher la tête d'un enfant. Vous parlez de présomption d'innocence? Vous voyez qu'il y a contradiction entre le premier sujet et peut-être c'est quand... Non, laissons le premier sujet, il est politique. Ici, on est dans un domaine social qui fait en sorte que notre pays soit en retard, comme la plupart des pays d'expression française. Parce que c'est ça le problème. Ces fonds Covid ont été donnés dans des autres pays, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que ça, c'est... Non, ce n'est pas que le cas pour le Cameroun, en Afrique du Sud. C'est pour ça que j'ai évoqué la question aujourd'hui de la chose publique semble se poser sur tout le continent au lendemain de la gestion de la pandémie. En Afrique du Sud, ça se pose. On a carrément vu, je pense, il faut que le nom du pays me parvienne, au Parlement, un ministre, tout un ministre de la Santé publique a été menotté. Mais pourquoi on ne fait pas pareil chez nous? Au moins là, les ministres et les siens, ou alors ceux qui en tiennent lieu, ils vont avoir peur prochainement. Au moins ça, c'est révélateur que tout le monde s'est fâché. Mais chez nous, vous avez des gens qui vous pardonnent de la présomption d'innocence. Vous voyez? Ça veut dire que... Ça veut dire que... Voilà des gens qui ont volé. C'est établi. Vous m'avez demandé qui a fait le rapport. Je voudrais vous dire que la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est des hauts magistrats. C'est-à-dire que les plus hauts magistrats, que ceux qui jugent là, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent bien les droits de la défense. C'est des gens qui connaissent bien la présomption d'innocence. Mais lorsqu'ils couchent leur rapport, en lisant ce rapport, il n'y a même plus la présomption d'innocence. Tout ce qui reste à ces voleurs, c'est le droit, l'exercice de leur droit à la défense. On peut dire, bon, défendez-vous, vous avez volé pourquoi? Parce que ça peut rejoindre l'histoire de cet enfant et qui n'a pas mangé depuis 3 jours et dont la maman vole un morceau de pain dans une boutique. Voilà. Est-ce que ces gars sont dans ce cas? C'est là le respect des droits de la défense. Mais maintenant, présomption d'innocence, je ne crois pas. Il y a la présomption de culpabilité. Parce que s'il y a une présomption d'innocence, il y a une présomption de culpabilité. Pourquoi on veut toujours trouver un modèle camerounais à chaque chose? Merci. Honorable Samuel Mode, vous qui êtes au-delà de votre casquette de député de la nation, vous êtes également expert comptable. En réalité, aujourd'hui, les Camerounais se posent bien la question de savoir comment on protège sa fortune publique au regard de tout ce que j'ai évoqué comme institution et même quelques mesures pour le cas du Cameroun avec l'opération Épervier comme instrument, comme instrument qui permet de pourchasser ces personnes qui ont touché à la fortune publique. Mais on se pose bien la question, ça continue. Pourquoi? Bon, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord résoudre le contentieux que j'avais avec le professeur Alaska sur la confiance. J'ai un ami qui a fait un stage à Bercy. Bercy, c'est le ministère des Finances et de en France. Et c'est le temple vraiment de la finance monté à cela. C'est un héritage que nous devons à Colbert. Et il paraît que Colbert disait que la probité est héréditaire. Sous-entendu, tu ne vas au ministère des Finances que si ton père est passé par là et qu'il a fait acte de probité. Et donc, dans toute forme de nomination que nous avons, mais vous voyez également que nous pouvons utiliser comme étant un élément de contrôle. C'est l'idée de ce que, connaissant telle ou telle personne, à la base, avant sa nomination, on peut lui accoler une présomption de quelqu'un, par exemple, qui est bien, de quelqu'un qui pourrait mieux travailler que l'autre. Et c'est pour cette raison que très souvent on a cherché à l'intérieur de son cercle. Bien entendu, vous pensez très bien qu'une citation de Colbert disant la probité est héréditaire, y compris moi-même, fils de petits paysans, ça me met en porte-à-faux. Ça veut dire que si j'étais en France, je n'aurais jamais aucune chance de pouvoir travailler à Bercy. Mais les choses sont ainsi faites. Très souvent, on s'est renseigné pour pouvoir dire est-ce que c'est la bonne personne que nous allons mettre à cet endroit. Et ça fait parmi des éléments que nous avons effectivement pour pouvoir dire comment est-ce que nous faisons pour gérer la fortune publique. Parce que ce qu'on va demander à un gouvernant, que l'on soit dans la sphère privée, dans laquelle je travaille au quotidien, que ce soit dans la sphère publique, ce qu'on demande à un haut dirigeant, c'est de dire est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de sécurités qui vous permet de protéger et de sauvegarder le patrimoine commun. Après maintenant, la confiance des clients par le contrôle, très souvent, on viendra vérifier en disant, à partir du moment où vous avez fait confiance au départ, on voudra vérifier quand même que nous, on peut continuer à vous faire confiance. Et que ce soit, ce n'est pas tellement un mal camerounais, que vous soyez
au Cameroun, aux États-Unis, dans quelques pays que ce soit dans la fonction publique, que vous soyez également dans la sphère privée, il y aura l'ensemble de ces mécanismes que l'on va vous demander de mettre en place pour pouvoir être sûr. Mais bien entendu, je suis également mieux placé pour pouvoir savoir que malgré toutes les règles au monde que l'on pourra faire, et d'ailleurs je crois que, vous savez, j'ai comme l'impression que le péché en lui-même, l'acte de viande, est, depuis la première activité humaine, a été frappé du sceau de la transgression. C'est-à-dire que plus vous allez mettre des barrières, plus ça va exciter un certain nombre, même sur le plan intellectuel, hein. Comment est-ce que nous faisons pour pouvoir sortir des mailles d'un interdit qui a été formulé contre nous? Et en le bravant, même il y a une forme d'incitation qui nous accompagne dans notre acte. Moi, je ne suis pas là pour cautionner quoi que ce soit, mais c'était tout simplement pour pouvoir dire, on aura toujours dans notre environnement des fraudeurs. Tout est de savoir si à travers des mesures répressives, on peut essayer de réduire le phénomène. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un moment. Vous avez vu malheureusement qu'on met les gens en prison. Mais ailleurs, par exemple, dans le cadre de la gestion des fonds Covid, j'ai évoqué le cas de tout un ministre qui est minorité devant le Parlement. Je n'avais pas fini. Non, mais vous allez, mais chez nous, on disait la présomption d'innocence. Je vous ai parlé du sort de la transgression tout à l'heure. L'autre chose également, les gens diront toujours, ah, on a attrapé celui-là, ça n'arriverait jamais à moi. Ah, ça également. C'est pas le fait de l'avoir menotté là qui va faire que... Et d'ailleurs, vous avez tendance à tropicaliser ça. Là également, j'ai une discussion fort ancienne avec un gars qui vient faire son service militaire au Cameroun et qui se trouve dans mon service. Et il m'arrête, il me prend en anglais, vous êtes des corrompus, notamment vous les Africains. Bon, quand il a fini de me saouler, vous êtes corrompus pendant 6 mois. C'était moi, je lui ai dit, bon, assois-toi, il va te parler maintenant. Est-ce que quand je dis corruption, est-ce que je parle mon patois? Le simple fait que ce soit dans votre vocabulaire, ça veut dire que vous le savez. Et d'ailleurs, dans ma culture bantou, c'est un mot qu'on ne sait pas nommer. Oui. Et donc, partout ailleurs, vous allez toujours avoir des gens qui fraudent. Maintenant, il faut effectivement que l'outil répressif, les instances répressives puissent le faire de manière régulière. Mais vous aurez toujours des gens face à la tentation de l'argent, face à la tentation d'un bonheur imagé en pensant qu'en prenant des fonds, c'est comme si c'est quelqu'un qui vole la cagnotte du deuil. Voilà. Voler l'argent des gens qui doivent soigner les gens. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez très bien qu'au RDPC, également en ce qui concerne son président national, on est à cheval et on est prêt également à asséner tous les gens, que les gens qui rentrent dans ce genre de pratiques-là vont rendre gauche. Mais ça peut s'apparenter comme un discours, comme disait le professeur. Oui. On a effectivement la NIF, on a la CONA, on a le contrôle supérieur de l'État, on a les audits internes au sein des départements ministériels, on a même l'Assemblée nationale, on a même l'Assemblée nationale, on a l'opération épervier, mais les suspicions de détournement ou la ministre de la fonction publique, on continuera tout le temps à le faire. Mais il a d'ailleurs dit que plus on met des écueils, plus voilà, les gens cherchent à contourner ces écueils. D'où l'efficacité même de ces écueils. Et on peut également questionner l'efficacité de ces institutions. Pour le Covid, contrairement à ce que mon frère, professeur Alaka, dit tout à l'heure, je voudrais quand même qu'on le soit réservé parce que nous sommes vraiment dans une zone de turbulence là. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de mécanismes, notamment les sécurités internes qui vous permettent de protéger, de sauvegarder, parmi ces sécurités internes, il y a quoi? Professeur Alaka, il y a le code des marchés publics. Parce que dans cette histoire-là de contrôle, ce n'est pas seulement les contrôles a priori qui sont efficaces, c'est également les contrôles a posteriori. Dans le cadre de l'application des dispositions du code des marchés publics, la personne qui contrôle ici, ce n'est pas les fonctionnaires. Ce n'est pas non plus la chambre de compte qui viendra contrôler, c'est les concurrents qui vont se contrôler entre eux. Sous-entendu, lorsqu'on a dit par exemple qu'il y a un marché à faire, chacun de nous va apporter son offre. Sur la base de cette offre-là, on va faire des analyses. Mais en réalité, qui analyse là également, on pense que c'est l'évaluateur, le fonctionnaire qui va analyser pour pouvoir dire c'est telle personne qui a gagné, mais les gens en réalité qui analysent, qui s'auto-analysent, c'est les concurrents. Du coup, si dans le cadre d'un marché, puisqu'on a parlé par ailleurs de surfacturation, on a donné à son ami, les gens qui vont contrôler, c'est les gens qui sont en compétition. En disant, moi je pense avoir mis la meilleure offre du monde, je ne vois pas pourquoi il n'a pas été retenu. Et sur la base de ce constat-là, je vais faire une procédure.
Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Or, dans le cas du Covid, là, il y a cet élément-là qui nous échappe totalement parce qu'on nous explique très bien, mais effectivement, c'est un peu pas qu'on nous explique. Dans la réalité, vous ne pouvez pas dérouler une procédure de passation de marché sur un temps aussi court. Ça, c'est le premier élément. Le second élément également, on parle également des prix où on ne sait pas très bien s'il y a une mercuriale. Dans un environnement comme celui-là, où vous avez une poussée de l'offre, non, de la demande, on ne sait plus si on maîtrise les prix. Il y a un minimum de mécanismes qui en cas de passation de marché. C'est pour vous dire que dans le cadre de Covid, ce verrou-là a sauté. Parce qu'on nous explique bien que tout est inscrit dans le cadre des marchés spéciaux. De gré à gré. De gré à gré. Et donc, si c'est de gré à gré, vous avez très peu d'éléments là pour pouvoir faire en sorte que... Quand on parle de gré à gré, j'ai évoqué qu'un ministère est composé d'un certain nombre de départements ou de services qui, tout au moins à ce niveau, on peut contrôler effectivement une opération. Contrôler quoi? Par exemple, là, on nous parle, je sais pas moi, les tests, par exemple. Les tests, voilà. On nous parle des tests. Les éléments de contrôle que nous avons ici, c'est quoi? C'est, on dit, on veut s'appuyer sur le ministère du Commerce, qui va faire une mercuriale d'occasion. Attendez. Hein? La Chambre des comptes nous dit qu'il y avait des gens qui proposaient moins. Oh, bon. Là également, nous sommes dans un cadre de Covid, pour lequel on peut estimer que sur la part de la confiance qu'il est en train de recuser, professeur Alaka, on pense que la meilleure personne qui nous trouvera les produits, et on ne prendra pas un aventurier pour ça, on prendra à côté de soi la personne qui nous en rassure en disant que les produits seront livrés dans les délais, sans quoi les vies humaines seront en danger. Mais également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'y compris même dans le cadre de cette évaluation-là, vous voyez qu'aujourd'hui, Medellin se dit, moi, cette mercuriale-là, je l'ai recusée à la base. Parce que les conditions dans lesquelles elle a été élaborée ne nous donnaient pas de garantie suffisante qu'après avoir livré, on nous serait rentré dans nos fonds. Donc tout ça également, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir de la réserve. Et d'ailleurs, très souvent, là, vous avez vu pendant une semaine, 2 semaines, on a discuté d'un rapport provisoire. Professeur Alaka, bon, je veux bien que tu les condamnes, mais tu ne les condamneras pas en l'état actuel parce que ce rapport-là est susceptible de modification. Les auditeurs qui sont ici, les co-magistrats de la Chambre des comptes, ont fait un certain nombre de constatations qui, sur la base d'un contradictoire également, peuvent être révisées. Donc, et là, on m'a dit qu'il y a un rapport définitif qui est en circulation. Je pense qu'on ne peut rien attendre. Mais en même temps, j'ai connu Bérégoua. J'ai tellement été... comment dirais-je, je suis tellement admiratif de tout ce qui touchait au ministère des Finances que chaque fois qu'on a nommé le ministère des Finances dans les années 80 à l'époque en France, je me suis intéressé sur son parcours. Bérégoua, ajusteur à la base, autodidacte de formation, qui réussit à s'élever, à devenir ajusteur. Non, à devenir déjà ajusteur et passer d'ajusteur à couleur d'affiche, dans le cadre des campagnes électorales. De couleur d'affiche, il est devenu ministre de l'économie et des finances en France. Il est par la suite passé au premier ministère, en tant que premier ministre. Ce monsieur s'est tiré une balle sur la tête parce qu'on lui a collé plein de colibets qui pourraient être considérés comme étant insupportables. Je voudrais résumer là-dessus. Les gens qui seraient coupables, effectivement, d'avoir porté atteinte à la fortune publique, il n'y a pas d'indulgence à avoir en l'occasion. Mais en même temps, quand nous disons tel est voleur, là également, je vous avez vu, ils ont fait une très mauvaise manipulation qui me paraît malsaine. On a fait une répartition où on a affecté 480 milliards à quelques ministères. C'est une répartition. En charge au ministère de pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on me fait aujourd'hui? On me dit ministère tel. Le nom du ministre à côté a reçu 40 milliards. Qu'est-ce qu'on veut monter par là? Le gestionnaire. Non, mais le ministère là, c'est vous qui faut faire la carte. C'est toi qui es le gestionnaire. C'est le gestionnaire populaire. Manaouda Malachi a détourné 46 milliards. C'est lui le gestionnaire. Non, c'est lui le gestionnaire, bien sûr. Et c'est parce qu'effectivement, il est gestionnaire que je pense que nous devons considérer que les gens qui nous représentent à un moment donné, qui travaillent, même s'ils peuvent être coupables d'infraction, c'est des gens qui nous dédient pendant au moins un moment une partie de leur vie, et pour cette raison, en attendant qu'ils soient condamnés, nous leur devons quand même une certaine forme de reconnaissance. Merci, c'est N'Djamène. La fortune publique au Cameroun semble être menacée, malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour essayer de protéger cette fortune publique. Je crois que votre titre est parfaitement légitime. Hein. Comment faire pour protéger la fortune publique?
Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'honorable Motte, et je crois qu'il a cité Colbert, en disant que la probité était héréditaire. Dans la même optique, je vais citer Shakespeare, puisqu'on y est. Il disait que l'homme d'État, c'est celui que la politique a choisi. Et l'homme politique, c'est celui qui a choisi la politique. Donc nous sommes dans les vertus profondes. On parlait de confiance. Quand on fait confiance, ce n'est pas marqué sur votre front que c'est un homme de confiance absolue. Mais par rapport à votre background éducationnel, éducatif, vous savez que vous avez une conscience professionnelle, une conscience patriotique. Quand on vous a confié une charge publique, vous avez l'obligation de préserver le minimum d'éthique dans la gestion de votre département ministériel. Tout ceci pour dire quoi? D'abord, l'acte posé par le président de la République. Je rappelle que c'est sur la base de ce rapport d'étape de la Chambre des comptes, de la Cour, du Conseil de la Cour suprême, que le président demande au SGPN, ministre d'État, de saisir le garde des Sceaux afin de diligenter une enquête sur la base de rapport d'étape. Et l'honorable l'a précisé, c'est un rapport d'étape. C'est pas encore... Je vous le concède, il y a eu l'embargo à ce niveau. Voilà. Donc le président choisit la voie légaliste. Il aurait pu dire, vous avez tous volé, pas besoin de procès, tous en prison. Non, mais c'est ce qu'il a choisi, la voie légale. Il a dit qu'il aurait pu se passer le Laurent Esso, de M. Ngongo, etc. Ça veut donc dire que il faut bien comprendre que Sylvain Tchokogaki a deux types de présomption d'innocence. Il y a la vraie présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous mettez dans la Justement, la fausse. Il y a la vraie présomption d'innocence. Il y a la présomption d'innocence frelatée. Or, j'ai cru voir... Frelatée. Oui, je m'explique là-dessus. C'est la même chose. Le fond est le même. Vous voulez faire les petits débats inutiles. Bon, maintenant, monsieur René Saadi, ministre de la Communication, a semblé dans mon inconscient, dans ma conscience, vouloir utiliser une présomption d'innocence un peu frelatée, comme pour couvrir des éventuels coupables, comme pour couvrir. Mais on doit être ferme sur le principe juridique, c'est-à-dire que on n'est pas présumé coupable normalement. Moi, j'étais victime de la présomption d'innocence quand j'étais kidnappé à l'hôpital général, par exemple. On m'a pris sur mon lit d'hôpital sans mandat. Sans mandat. C'est-à-dire qu'on m'a déporté dans une ville alors qu'il y a un tribunal à Douala, et sans aucun mandat, on m'a envoyé en prison. Et c'est pour des raisons non juridiques que nous avons été libérés d'ailleurs. Donc je tiens fermement à cette présomption d'innocence. Elle est capitale parce que vous comme moi, Sylvain, professeur Alaka, honorable Motte, demain vous pourriez avoir affaire à la justice. Et dans ce cas, vous voudrez que vos droits soient respectés. C'est-à-dire que démontrer que vous n'êtes pas le coupable désigné par la vindicte populaire. Bien sûr qu'on a réparti les 180 milliards dans différents ministères, c'est vrai. Maintenant, pourquoi a-t-on inventé le droit pénal? D'abord, ça sert à quoi? Définir une infraction, chercher les auteurs de l'infraction et apporter les sanctions nécessaires. Une fois qu'on a égrené les faits, on a détourné 40 milliards par-ci, 6 milliards à la recherche scientifique, 4 milliards au commerce, etc. Ok, ça c'est des faits qui sont intangibles, qui sont indiscutables. Maintenant, quels sont les auteurs de ces faits-là? Quels sont les auteurs? Ne croyez pas si bien dit, parce que on peut dire, écoutez, le ministère de la Santé a reçu 40 milliards, 45 milliards pour être plus exact, mais est-ce que Manaouda a détourné? Est-ce qu'il a détourné? Et s'il l'a fait, combien de milliards il aurait détourné? C'est pour ça qu'il y a une procédure juridique. Et d'ailleurs, je veux vous dire que la matière criminelle, vous savez très bien qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Il arrive souvent que le juge d'instruction classe l'affaire sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments probants pour porter l'affaire en justice. Et dans ce cas-là, l'affaire est terminée. Alors même que, bon, sauf cas de flagrance, parce qu'en flagrant délit, on vous a vu signer un chèque, un faux chèque, ou bien prendre l'argent, on vous a filmé, ça c'est du flagrant délit. On vous amène au tribunal juste pour les formalités. Mais en dehors du flagrant délit, on doit mener une véritable procédure judiciaire. Rappelez-vous Dreyfus, au 19e siècle en France. On parlait d'intelligence avec l'ennemi, l'Allemagne avec je ne sais pas quel pays. Il était juif, capitaine français de l'armée. Il était désigné comme le coupable. Il y a eu tout un procès. Et Clémenceau, qui était à la retraite déjà, s'est refait une seconde vie en ressortant le dossier Dreyfus,
on découvre que le gars était innocent, victime, n'est-ce pas, de l'anti-judaïsme en quelque sorte, parce que Dreyfus était juif. On lui a remis ses galons. Il a repris ses galons. Et c'est pour ça que moi je tiens beaucoup au droit de la défense. C'est-à-dire qu'à la présomption d'innocence qui en fait partie. En Amérique, on est peut-être présumé coupable, c'est vrai, c'est un système américain, anglo-saxon. Mais dans le système francophone, on va dire comme ça, on vous accuse, mais c'est à l'accusé d'apporter, à l'accusateur d'apporter les preuves de ce que vous avez fait. Donc le juge mène les enquêtes, à vous de répondre. À M. Malona Malachi, au chief Djangouté, à madame Tchouenté, d'apporter les éléments qu'ils ne sont pas du tout dans ce coup-là. Ils n'ont volé aucun centime. C'est à eux de le démontrer. Et c'est pour ça qu'on parle de rapport d'étape. Il y aura une enquête définitive. Ne vous inquiétez pas. On n'est même pas au stade de la mise en examen. Même pas encore. Même si dans certains pays, quand un ministre est mis en examen, il démissionne. Il y a une tradition en France qui veut que quand vous êtes mis en examen, vous démissionnez pour vous défendre. Ici, au Cameroun, ce n'est pas le cas encore. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une tolérance qui est abusive. C'est-à-dire qu'il y a un laxisme qui fait que on attend 5, 10 ans, 15 ans après pour poursuivre des gens qui étaient en fonction depuis très longtemps. Rappelez-vous, M. Polycarpe l'ancien ministre des Finances, il a été poursuivi pour des faits qui remontaient à 10 ans déjà. Des faits qui remontaient à 10 ans. Si on avait appliqué l'article 66 de la Constitution, qui a été vraiment très légitime, très bien inspiré, c'est-à-dire qu'on a mis en place cet article pour qu'on essaie de voir l'état de fortune de la personne qui prend une fonction publique, et à un certain délai, on voit son enrichissement, si elle est légitime ou pas. Bon, on ne l'a pas appliqué. Il y a une trop grande tolérance. À partir du premier centime volé, on doit déjà frapper. On attend trop longtemps. Comprenez ce que je veux dire? Même si c'est le Covid, il y a des marchés avec appel d'offres, c'est reconnu par le Code des marchés publics. On ne doit pas faire du gré à gré. Ce n'est pas parce que le Covid, c'est une pandémie, qu'on doit faire du gré à gré. Je suis désolé. On doit appliquer les textes dans toute leur rigueur. Donc, c'est pour dire que il y a un laxisme. Vos propositions. Un laxisme. Vos propositions, la proposition, appliquons d'abord l'article 66, la première chose. Et deuxièmement, faisons un audit même bimestriel pour chaque fonction importante de la République. Comprenez? Quand il y a un budget qui est voté, on voit l'usage qui en est fait. On n'attendra pas 6 mois, 10 ans, comme ça s'est vu au Cameroun. Non, c'est pas sérieux. On s'attend à quoi? Même si on fait confiance au départ, mais devant une grosse mangeoire, fortuné, il y a des gens qui sont mal inspirés, qui veulent absolument plonger le bec là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut éditer tous les services, tous les 2 mois par exemple. On passe aux propositions. Mais moi j'ai toujours eu une proposition que j'ai d'ailleurs écrite dans mon livre La gouvernance fiscale, où j'ai dit on a tout fait au Cameroun pour que les gens ne volent pas. On est même allé jusqu'à mettre une disposition constitutionnelle qu'on a refusé d'appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire? On est complètement bâillonné, inerte face à la corruption et face aux corrompus. Donc, les gens en qui on fait confiance sont nommés et ils sont dans la position, ils doivent s'enrichir pendant que les autres sont pauvres et resteront appauvris des années et des siècles durant. Eux, ils vont garantir la vie de leur famille jusqu'à la 6e génération. La solution, messieurs, volez, mais vous allez payer vos impôts. C'est-à-dire... Lorsque un juge a dit que Alaka a détourné 1 milliard, les impôts doivent me demander de payer mes impôts sur le milliard. Absolument, c'est aussi simple que ça, parce que c'est un revenu. Ça a enquêté. Enquêter encore quoi? Le juge a enquêté, il a établi que vous avez eu un revenu d'1 milliard. C'est déjà établi. Il n'y a plus à discuter. Les impôts vous demandent, est-ce que vous avez déclaré votre milliard là? Vous n'avez pas déclaré, ben, on vous met 35%. On vous met les 100% des 35%. On vous met les intérêts de retard. Vous êtes à 800 millions. Et vous payez les 800 millions. Vous ne les avez peut-être pas. Mais on prend vos biens. Vous payez en nature. On prend vos immeubles et tout et tout. Est-ce que ça ne va pas faire naître dans une république la chasse aux sorcières? Oh, la chasse aux sorcières, c'est la loi qu'on appelle. Il a un revenu d'1 milliard. Il a eu un revenu d'1 milliard. Il n'a pas déclaré. Il doit même être encore poursuivi pour fraude fiscale. C'est-à-dire que le juge pénal l'a condamné. Maintenant, le juge fiscal de la répression fiscale le condamne encore pour fraude fiscale. Et l'administration fiscale sur le plan civil, il récupère cet argent. Il en est ainsi. Et puis maintenant, si c'est encore une présomption, comme c'est le cas comme ça,
comme on est encore à ce niveau, moi j'étais directeur général des impôts, j'aurais déjà envoyé les filles de renseignement à tous ces bonhommes. Hein? Oui, j'ai dit, vous avez reçu tel agent, je voudrais savoir l'utilisation que vous en avez faite. C'est tout, vous me donnez des explications et moi j'estime que vous avez justifié sur les 25 milliards que vous avez justifié peut-être 10. Mais je vous impose déjà sur le reste. Qui change à vous d'aller au contentieux. Merci pour ce. Honorable Samuel Mouch, les propositions pour effectivement garantir une meilleure protection de la fortune. Mitterrand disait sur le chemin, on a tout essayé. Mais je pense effectivement on est dans cette situation-là aujourd'hui au Cameroun où on peut dire contre les fraudes, contre la tente. On n'a pas tout essayé. Je pense qu'on a tout essayé. On n'a pas essayé. Mais il me semble effectivement. Pas les textes. Comme le disait le professeur tout à l'heure, on n'applique pas les textes. Hein? Vous avez 1 milliard de revenus. On va continuer. Non, mais. Est-ce qu'on applique les textes? Attends, actuellement, quand vous êtes condamné, très souvent les biens sont confisqués. Hein. On attend qu'on mette en application l'article 66. Maintenant, les gens sont ingénieux peut-être à mettre ça sous le département de la grand-mère ou machin, donc quand on peut tracer. Et on le sait. Quand on va demander les revenus de la grand-mère. Quand on peut tracer. Je pense effectivement qu'il faut continuer avec les contrôles. Il faut les rendre systématiques, ne pas se réveiller 5 ans après pour pouvoir aller contrôler quelqu'un qui par ailleurs est décédé. Voilà. Il y a un truc sur lequel j'écris, moi, militant de RDPC, depuis un certain moment, qui est celui des tendances que prennent les gens dans les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. Là, on avait du mal à contrôler 2 ou 3 postes comptables à Yaoundé. Aujourd'hui, on a 360 postes comptables supplémentaires qu'il faut contrôler. Et dans cette histoire, effectivement, quand nous parlons de fraude, nous ne parlons pas de nous attardons beaucoup sur la distraction des deniers publics. Mais à travers ça, il y a également des menaces sécuritaires qui se profilent à l'horizon. C'est-à-dire qu'un gars, président de la collectivité territoriale décentralisée d'un point X, à partir du moment où il a commencé à frauder, il devient un danger pour la collectivité même. Parce qu'il va s'entourer d'un gang qui fait que lorsque vous allez lever la main, il faut faire très attention. Donc il faut contrôler. Il faut continuer. Et je pense effectivement, puisque le professeur Alaka a parlé de son domaine, on n'a pas dit que c'est de la responsabilité exclusive des pouvoirs publics. Il y a des choses également qu'il faut externaliser. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on externalise, y compris dans les sociétés privées, on externalise. Excuse-moi. Sylvain a dit qu'il y avait la NIF, il y avait le Consupé, il y avait tout ce qu'on veut. Mais ces officines n'ont pas de pouvoir. C'est pour ça que je pense qu'on peut également penser à un moment donné orienter ces contrôles vers des professionnels qui seraient mieux et qu'on leur donne des pouvoirs. On les donne des pouvoirs. Voilà. S'il y a une dénonciation objective, effectivement, je pense que les sanctions suivront. On leur donne des pouvoirs. J'ai malheureusement un autre impératif ailleurs. Et effectivement, vous allez suivre un autre programme. Je vais rendre quelques SMS qui nous parviennent depuis le début de cette émission. Je rappelle que le 671 10 10 27, c'est le code d'accès, ou alors vous laissez vos contributions sur notre page Facebook MyPram Media. C'est ça les 2 accès pour vos contributions. Signez vos messages, s'il vous plaît, votre nom et le lieu de vos messages. On a un message là. Bonjour, pour moi, avec le régime, si rien ne va changer, c'est Mathieu GP. de Mondon, il nous écrit, c'est du côté de Yaoundé. Bonjour monsieur le journaliste, est-ce que le CNC est la maison de retrait des journalistes de la CIA TV? Je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre, et ça ne rentre pas dans le sujet à l'ordre du jour. Je m'interroge, en tout cas, on a bien suivi cela, bonne émission, merci à vous. On ne peut pas donner la viande aux chiens de garder. C'est encore Mathieu de Mondon qui nous écrit. Notre SMS, quand on nomme un proviseur à Yaoundé, chaque septembre, il doit verser 3 millions. Ça va venir d'où?
Ça, c'est une autre question. On s'interroge. Il y a maître le senior barista Emmanuel Achou qui nous suit également, qui dit bonjour Sylvain, très bonne émission. On ne peut pas protéger la fortune publique sans en avoir la maîtrise. Les gestionnaires ne doivent pas toucher aux espèces. Il dit que c'est d'ailleurs la proposition du manifeste de son parti politique. Et on prend notre SMS par rapport au coup d'État. Les campagnes et les Africains doivent comprendre que les règles sont les règles et elles doivent être respectées coûte que coûte. Les institutions ont tout prévu, même le cas où vous êtes attaqué par des djihadistes. Le reste n'est que manipulation. On va sortir l'émission. C'est Saint-Germain. Oui. Votre mot de fin. J'étais en train de dire qu'effectivement, il y a des moyens d'éviter cette prévarication. Il y a des moyens connus. Je dis qu'on a eu par exemple un régime Swahidjo. Il était peut-être très peu imaginable qu'on puisse détourner autant de milliards. Ce n'était pas vraiment envisageable. Il y a eu une trop grande confiance accordée aux collaborateurs du chef de l'État, au point qu'aujourd'hui lui-même, il s'érige en opposant de son propre gouvernement. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il diligente une affaire judiciaire contre son propre gouvernement. Parce qu'il y en a marre de ces gens qui passent leur vie à dilapider jusqu'au fonds destiné à la santé publique, à dilapider les fonds. Ça, c'est vraiment inconcevable. Et donc, il est obligé même de laisser auditer son Premier ministre. Son Premier ministre, on ne se dépasse pas vers lui, c'est lui qui va vers le TCS. Sans parler des autres ministères, la santé, etc. Donc, c'est pour dire qu'on a atteint un stade de dépravation de la mœurs politique, qu'aujourd'hui, il est temps de revoir l'efficacité de la méthode. Parce qu'on a tout ce que tu as cité, la NIF, tout ça. Mais pourquoi ça ne fonctionne? Ils sont payés, les consuls, ils sont payés. L'Assemblée nationale. Mais il y a zéro résultat. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas, c'est tout. Merci, professeur Pierre Kalaka. Moi, il y a un adage qui dit qu'un État, une institution ne vaut que par les hommes chargés de mettre ça en œuvre. Or, lorsque déjà au niveau du choix des hommes, vous avez un problème, naturellement, ce qui arrive va arriver. Je ne peux pas en dire plus. Merci bien, cher monsieur. Merci d'avoir répondu présent dans le cadre de la toute première émission de votre programme Vitrine 237. Il faut le noter. Désormais, votre débat politique dominical, c'est tous les dimanches lorsqu'il sera 10h sur vos antennes. C'est sur My Media Prime. On vous donne ce grand moment de débat contradictoire dont seules les opinions compteront pour une meilleure contribution au développement du Cameroun. Restez sur la télévision du futur. À dimanche prochain, 10h.